Depuis le 1er janvier, il n'y a plus de transit de gaz russe en Ukraine à destination de l'Europe. Une situation qui met particulièrement en difficulté la Moldavie, petit État coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Qui de mieux que Nicolas de Lamberterie pour nous parler de cela? Près de 3 ans après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le transit énergétique de ressources naturelles russes via l'Ukraine en direction de l'Europe vient de connaître une réduction significative. En effet, depuis le 1er janvier 2025, l'Ukraine ne permet plus le transit de gaz russe via son territoire, ce qui affectera assez directement la Slovaquie, la Hongrie et la Moldavie. Même si l'alternative existe, étant donné qu'il y a encore un gazoduc reliant indirectement la Russie et l'Europe, le gazoduc Turkish Stream, qui relie la Russie et la Turquie sous la mer Noire, cette alternative risque toutefois de s'avérer coûteuse, avec des frais de transit beaucoup plus importants. Par ailleurs, le pays qui semble le plus frappé par la problématique est la petite République moldave, État coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. D'ores et déjà, des restrictions sont annoncées en Moldavie, et plus particulièrement en Transnistrie, petite bande de territoire coincée entre la Moldavie et l'Ukraine, et qui a fait sécession de la Moldavie au début des années 1990. Une partie des chauffages collectifs ont d'ores et déjà été coupés en Transnistrie, en plein hiver, et Tiraspol, la capitale de l'État séparatiste non reconnu de Transnistrie, pourrait rapidement se retrouver confrontée au chantage de Chisinau, la capitale moldave. Le porte-parole du gouvernement de la République moldave, donc du gouvernement de Maia Sandu, a même annoncé qu'il était prêt à faire preuve de solidarité vis-à-vis de la République séparatiste de Transnistrie, donc qui fait partie de la République moldave du point de vue de l'ONU, mais qui, depuis une trentaine d'années, est de facto un État séparé. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le dit porte-parole, un certain Daniel Voda, dans son message, donc en fait son offre de solidarité à l'intention des frères transnistriens de la République moldave, parle de chantage russe. Bon, on pourrait en fait tout aussi bien parler d'un chantage ukrainien, alors qu'en réalité, bon, de facto, tout ça ressemble quand même beaucoup plus à un chantage moldave, c'est-à-dire un chantage de Chisinau vis-à-vis de Tiraspol, dont le but serait d'obtenir un rapprochement en vue d'une éventuelle réunification des deux parties de la République moldave, en échange d'un approvisionnement gazier qui, ce coup-ci, n'a plus pour source la Russie, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais la Turquie via l'Occident. Cela dit, on peut quand même se demander si la République moldave a vraiment les moyens d'un tel chantage, à supposer qu'elle en ait l'intention, dans la mesure où, bon, là aussi, les choses sont un peu plus compliquées sur le terrain qu'elle pourrait n'en avoir l'air, dans la mesure où, par exemple, une partie de l'électricité consommée en République moldave, donc dans la partie contrôlée par Chisinau, est en réalité produite par des centrales qui se trouvent en Transnistrie et qui, jusqu'à présent, fonctionnaient au gaz russe. Il est toutefois surprenant de constater que si le gaz russe ne transite désormais plus via l'Ukraine, en revanche, le transit de pétrole brut se poursuit encore et toujours via l'oléoduc Druzhba, oléoduc de l'amitié, bien qu'une première restriction ait été décidée par les autorités de Kiev à l'été 2024, avec la décision d'exclure le géant pétrolier russe Lukoil du transit par l'Ukraine, mais pas les autres compagnies pétrolières russes. Une partie du transit via l'Ukraine se poursuit. Alors, ça n'est plus le cas maintenant du transit gazier depuis quelques jours, mais le transit pétrolier, lui, se poursuit à travers le pipeline Druzhba. Sachant que on peut comprendre aussi l'intérêt de l'Ukraine à maintenir ce transit-là, dans la mesure où une partie du pétrole brut exporté vers l'Union européenne par la Russie via ce pipeline retourne, une fois raffiné, notamment en Hongrie, à la raffinerie de Százhalombatta, retourne en Ukraine pour, par exemple, alimenter les réservoirs des tanks ukrainiens. Une question se pose désormais. Quel sens donner à cette décision ukrainienne d'en finir avec le transit du gaz russe? S'agit-il d'une escalade supplémentaire? Ou bien d'une simple montée des enchères en raison de la possibilité de négociations imminentes? Alors même s'il serait à mon avis exagéré, voire sensationnaliste de parler d'escalade, je pense qu'on peut effectivement parler de surenchère, mais moi j'ai l'impression que ce que nous indiquent en fait ces surenchères, c'est plutôt l'imminence de négociations, étant donné que le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui entrera en fonction le 20 janvier,
a très clairement expliqué qu'il comptait bien imposer de telles négociations aux parties en présence dans le conflit ukrainien. Une chose est certaine, en attendant une éventuelle désescalade du conflit, notamment sous l'impulsion de Donald Trump, les populations d'Europe centrale et orientale vont continuer à faire les frais de ce conflit. Et un autre acteur se renforce assurément dans cette cacophonie, le président turc Erdogan, qui est désormais le seul et unique détenteur des clés de la fourniture de l'Europe par gazoduc en gaz russe ou azerbaïdjanais. Les Européens pourront regretter encore longtemps d'avoir suivi les pressions américaines, il y a une dizaine d'années, de ne pas relier par le projet de gazoduc South Stream la Russie et la Bulgarie, laissant donc ce monopole à la Turquie. Vae victis.